Bonjour, on va continuer le cours de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. Après avoir vu une introduction générale sur la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, les théories élémentaires, ou bien la théorie élémentaire qui régit ce phénomène-là, on avait vu également la notion de déplacement chimique au cours de la séance précédente. On va aujourd'hui voir une nouvelle notion, c'est la notion du couplage spin-spin. On va voir également comment intégrer un spectre de résonance magnétique nucléaire. Alors, la notion de couplage est très importante en, en spectroscopie RMN. Alors, nous avons vu que le déplacement chimique qui caractérise les effets des circulations électroniques au voisinage du noyau étudié. Il crée un champ local HL qui s'oppose aux effets qui l'ont créé. Mais il y a un autre effet qui intervient, c'est l'état des spins des protons voisins. Et cette interaction se fait à travers les liaisons, CC par exemple. Alors, le champ local d'un noyau dépend de son environnement électronique. Comme on avait vu dans la notion de déplacement chimique, elle dépend de la constante d'écran sigma. Il est aussi influencé par la présence des spins voisins. Est-ce que les protons voisins présentent un spin? Alors, s'ils présentent un spin, il dépend aussi de leur orientation. Est-ce qu'il est parallèle ou antiparallèle? Bon, pour bien illustrer ça, on va examiner le cas suivant. Supposons qu'on a deux protons voisins, HH. Alors, on va considérer que le premier proton, c'est le noyau étudié, et le second noyau, c'est le noyau voisin. Alors, ce noyau peut voir le proton voisin dans deux situations possibles, soit dans un état de spin plus 1,5, soit dans un état de spin moins 1,5. Alors, le noyau étudié peut percevoir le proton voisin avec les situations suivantes, spin parallèle ou spin antiparallèle. Cette interaction se fait à travers la liaison CC. Alors donc, ce proton-là va voir son déplacement chimique décentré autour de l'axe H0 appliqué. H0 moins, si vous voulez, petit h et H0 plus petit h, dû à la présence de spin de noyaux voisins. Donc il va sortir, on dit, il sort sous forme d'un doublet. Alors, soit H0 le proton résonant, le champ local au voisinage de protons HA étudié est influencé par les deux orientations possibles de spin voisin. B, avec une situation où il est parallèle et antiparallèle. Alors, s'il est parallèle, donc, il renforce le champ. On dit qu'il le blinde. Donc, champ local blindé. Et si dans l'état de spin moins 1,5, il est affaibli et on dit que le champ local déblindé. Alors, d'où le signal NMN qui sort sous forme d'un doublet. Donc, il sort sous forme d'un doublet. Alors, lorsqu'un proton est à côté d'un autre proton, il voit son signal dédoublé. Voilà, c'est le couplage spin-spin. On va voir d'autres exemples pour bien comprendre les choses. On continue. Alors, cette interaction entre les noyaux, appelée couplage spin-spin, il se transmet par les électrons de la liaison. Il est transmise à travers cette interaction est transmise à travers les liaisons CC. Alors, la distance qui sépare ces deux raies s'appelle une constante de couplage. Elle est exprimée en Hertz. Il est indépendant du champ magnétique externe. Quel que soit le champ appliqué, sa distance est indépendante de la valeur de champ appliqué. Alors cette constante nous renseigne aussi sur le voisinage des noyaux voisins.
les couplages ne peuvent apparaître entre protons non équivalents. Si les protons sont magnétiquement équivalents, on n'observe pas de couplage. Le couplage s'observe avec des protons non équivalents. On va voir un exemple pour bien comprendre cette notion de couplage spin-spin. On va prendre l'exemple de bromure d'éthyle, CH3, CH2Br. Première réflexion, combien y a-t-il de protons? Ou bien de catégories de protons? Ou bien de types de protons? Il y a deux catégories, CH3 et CH2. Cette catégorie-là, ils sont isochrones. Les trois protons sont isochrones. Et la même chose pour CH2, ils sont isochrones. Donc on a deux types de protons. Le plus déblindé, c'est CH2Br parce qu'il est à proximité de brome qui exerce un effet inductif moins I. Donc il va les déplacer vers les champs les plus faibles. CH3 sera beaucoup plus blindé car il est très loin, il est loin de brome. Alors nous avons deux types de protons, CH3 et CH2. On va étudier d'abord les protons CH3. Les protons étudiés, CH3, les protons de méthyle. Alors, qu'est-ce qui se trouve à leur proximité? Deux protons. Alors, donc, CH3 peut les voir soit que les deux protons ont des spins parallèles, antiparallèles avec deux possibilités, là, le premier plus 1,5, le deuxième moins 1,5, ou l'inverse, moins 1,5 et 1,5. Il peut aussi avoir la situation où les deux spins sont tous orientés vers le bas, antiparallèles au champ B. Alors ici, vous avez une seule possibilité. Ici, vous avez une seule possibilité. Mais là, vous avez deux possibilités. La probabilité de les trouver est deux fois plus que dans le cas ici et là. Alors ici, bon, si on somme les spins, c'est sigma de M égale 1. Si on somme les spins, c'est sigma de M égale 0. Et ici, sigma de M égale moins 1. Donc on a ici une possibilité. Avec M égale 0, on a deux possibilités. Et avec M moins 1, on a une seule possibilité. Alors ici, c'est 0, donc le H est là. Il y a deux possibilités. Donc c'est le double de cette hauteur-là. C'est le double. Et ici, on a M égale 1 et M égale moins 1. Donc, la distance qui sépare les deux s'appelle aussi constante de couplage. Donc, l'allure de signal sera sous forme, on dit, d'un triplet. 1, 2, 1. On va voir ce qui se passe pour le groupement CH2. On va faire le même raisonnement qu'on a fait sur le méthyle. Alors, il y a trois protons voisins. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils peuvent avoir les situations suivantes. Les trois parallèles, deux parallèles et un antiparallèle. Alors, voilà tous les cas qui se présentent ici. Le premier, il faut les dénombrer. Et on a ici trois possibilités. Même chose si deux antiparallèles et un parallèle. On a trois possibilités. Et antiparallèle, on a une seule possibilité. Alors si on somme ici, on aura 3 demi. Ici, on aura 1 demi, sigma de M égale 1 demi pour les trois. Ici, sigma de M égale moins 1 demi. Et ici, sigma de M égale moins 3 demi. Alors j'ai oublié de mettre ces sigmas-là. Ici, c'est ensemble. Les trois spins, ils sont parallèles. C'est 3 demi. C'est la première éventualité. La deuxième éventualité, avec deux protons parallèles à H et un antiparallèle à H, on dénombre les trois situations. Même chose, deux antiparallèles à B et un parallèle à B, on dénombre cette situation. Alors ici, le spin,
sigma de m égale 1,5 et ici sigma de m égale moins 1,5. Alors que le cas où il est entier parallèle, on a une seule situation et on a sigma de m égale moins 3,5. Donc une possibilité, trois possibilités, une possibilité, on peut les traduire sur un graphe avec la situation suivante. Alors ici, vous avez par exemple moins 3,5, moins 1,5, pardon, moins 3,5, moins 1,5, l'axe 3,5, parce que donc on va intensifier le champ, pardon, 3,5, 1,5, moins 1,5 et moins 3,5, avec les hauteurs 1, 3, 3, 1. 1, 1, 3, 3, 1. Donc l'allure, c'est un quadruplé, c'est-à-dire 4 signaux, 4 raies. Donc si on couple les deux, CH3, CO2, CH2BR, les CH3 vont sortir sous forme d'un triplet et les CH2 vont sortir sous forme d'un quadruplé. Alors si on émet ça sur une échelle de delta, de déplacement chimique, on aura le premier, le plus blindé, c'est CH3, il va sortir sous forme d'un triplet, et les CH2 vont sortir sous forme d'un quadruplé. Et la distance qui est là est la même qui est là. Donc, grâce à la mesure de J, on peut reconnaître les protons voisins. Donc, on peut reconnaître qui sont les protons qui se trouvent à proximité du proton étudié. La distance entre les composantes de signal est appelée constante du couplage. Elle est indépendante du champ magnétique, on la désigne par la lettre J. Elle dépend du nombre de liaisons qui séparent les noyaux couplés. Elle s'exprime en Hertz. Donc en général, quand un proton ayant n protons vicinaux à côté voisins, il présente une absorption en Mn ayant n plus 1 pic. Si on a un proton, il est entouré par un proton voisin, on a n égale n plus 1. Je reviens, par exemple ici, pour CH3, il y a deux protons voisins. Donc, la multiplicité, ce serait 2 plus 1. Donc, ils sortent sous forme d'un triplet. Si je prends CH2, il y a 3 protons voisins, donc 3 plus 1, c'est 4. Donc voilà, pour CH3, on a, il se forme d'un triplet. Les protons voisins, c'est les deux protons de CH2, donc on ajoute 1 et il se forme d'un triplet. Et pour CH3, et pour CH2, il y a 3 protons voisins, donc on ajoute 1, donc ils vont sortir sous forme de quadruplé. Donc ils vont sortir, pour les CH2, il a à proximité 3 protons voisins, donc il va sortir sous forme de quadruplé. Donc c'est la règle générale, quand on a un proton, n protons vicinaux, il présente une absorption Rmn ayant n plus 1 pic. S'il a des protons à ses deux côtés, on aura une multiplicité de n plus 1 facteur de n' plus 1. On aura l'occasion de voir ça dans les travaux dirigés. Alors les rapports des intensités relatives des composantes de signal en Rmn obéissent à la règle de Pascal. Alors quand on a un seul proton, il n'y a aucun proton voisin, il se forme sous forme d'un singulier, tel que par exemple la molécule de chloroforme. Chloroforme, c'est CHCl3. Il n'y a pas de proton voisin, donc il sort sous forme d'un singulier. Alors, si un seul proton se trouve à proximité, et il y a
un doublé. On obtient un doublé. Si il a deux protons voisins, il sort sous forme d'un triplet, avec les intensités relatives de signal 1, 2, 1. S'il y a trois protons, il va sortir sous forme de quadruplet, tel qu'on avait vu dans le cas de CH2. Alors il va sortir sous forme de quadruplet dont les intensités 1, 3, 3, 1. S'il y a 4, il va sortir sous forme de 4 plus 1, c'est 5, on dit quintuplé. Les intensités relatives, on les obtient comme ça en sommant 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, 1 plus 0, 1. Si pour le quintuplé, on commence toujours par 1, 1 plus 3, ça donne 4, 3 plus 3, ça donne 6, 3 plus 1, ça donne 4, 1 plus 0 égale 1. C'est quintuplé. Si on a 5 protons, donc 5 plus 1, c'est 6. Donc il va sortir sous forme de sextuplé. Alors comment on fait pour prévoir l'intensité des différents raies constituant le pic? On utilise toujours la règle de Pascal, le triangle de Pascal. Lorsqu'on a déterminé pour le quintuplé, on peut passer au sextuplé. On commence toujours par 1. Pour le deuxième terme, 1 plus 4, ça donne 5. 4 plus 6, ça donne 10. 6 plus 4, ça donne 10. 4 plus 1, ça donne 5. Et 1 plus 0 égale 1. Et on peut, par exemple, si on peut aller plus loin, heptuplé. Heptuplé, si je laisse pas. Heptuplé, donc je peux mettre 1 ici. 1 plus 5, 6. 5 plus 10, 15. 10 plus 10, 20. Pardon, je reviens. 10 plus 10, 20. 10 plus 5, 15. 5 plus 1, 6 et 1. Donc on aura 7 raies avec les intensités relatives 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Il sera symétrique. Donc vous aurez l'occasion pour prévoir ça, il faut une règle et mesurer les hauteurs et respecter la constante de couplage entre les différents raies et on aura un exercice pour bien comprendre comment on peut prévoir un spectre RMS. Alors cette notion de couplage peut nous donner une idée sur les types de spectres. Alors l'allure des signaux des protons HA et HB couplés entre eux varie selon le déplacement chimique relatif delta nu, c'est-à-dire ce que les sépare dans le spectre, la différence de déplacement chimique delta. On peut delta au nu parce que delta c'est le déplacement chimique, c'est une différence de fréquence ou une différence de déplacement chimique. Alors, delta, c'est nu A moins nu B, et selon la valeur de J. Alors, pour rester cohérent, on va exprimer delta, la différence de déplacement chimique, en termes de fréquence. Pour faire le rapport, parce que J est exprimé en Hertz. Alors, si on fait le rapport, on aura une unité, un rapport sans unité. Et ce rapport-là nous renseigne sur le type de spectre. Si delta nu sur J est supérieur à 6, on dit qu'on a un spectre de premier ordre. C'est-à-dire les déplacements chimiques sont très supérieurs aux constantes de couplage. Donc, dans ce cas, on a un spectre bien résolu. Ça se voit, il n'y a pas de problème. Si delta nu sur J est inférieur à 6, on a un spectre de deuxième ordre. Il y a un chevauchement entre les différents pics et on aura un spectre un peu plus complexe. Donc ce rapport-là, delta nu sur J, nous renseigne sur le type de spectre. Alors, c'est une convention où les spectroscopistes
on adoptait pour la désignation des protons. Est-ce que si les déplacements chimiques sont très éloignés entre les deux protons, par exemple si on a deux protons, A et B, selon leur déplacement chimique, on peut les noter AX. AX, ça veut dire que A est très loin dans l'alphabet par rapport à X. Donc, ça veut dire que le déplacement chimique entre les deux est très grand. L'un est situé, par exemple, dans la zone des champs forts, et le deuxième proton est situé dans la zone des champs faibles. Par exemple, le premier vers 1 ppm, et X, il est dans la région de 9 ou 10 ppm. Donc, la distance qui les sépare, c'est AX. Comme si on prend l'alphabet, on voit les premières lettres et les dernières lettres. S'ils sont très éloignés, on prend le premier lettre de l'alphabet et le dernier de l'alphabet. Ça veut dire qu'ils sont très loin. Le déplacement chimique est très conséquent entre le premier proton et le deuxième proton. S'ils sont à proximité, par exemple 3, 5 ou 3 ou 1, 4 ou 1, 3, on dira qu'ils sont AB ou MN, XY, etc. Si là se trouve, par exemple, si la différence est minime entre les deux protons, on dit qu'ils sont à proximité. Alors si un est situé au premier dans la zone de 1-2 ppm et l'autre entre 7-8, on dira qu'ils sont de type AM. Alors les spectroscopies symbolisent l'éloignement entre les déplacements chimiques par l'éloignement des lettres de l'alphabet. Ça nous donne, on dira, un type de spectre AB. Donc ça vient à l'esprit que les protons A et B ont des déplacements chimiques très voisins. Si on dit qu'on a un spectre AX, ça veut dire que les protons ont des déplacements chimiques très éloignés. Alors, s'ils sont magnétiquement équivalents, on dit qu'on a un spectre A2. Mais en général, on parle pas. Voilà des types de spectres AX. Le premier est A et le dernier X. Donc, ils sont très loin sur le spectre. Donc, le spectre est large, très très large. Si on a un système AB, donc ils sont très proches. Et donc, on aura, voilà le premier doublé. Le premier doublé, voilà le deuxième doublé. Donc, on a un système AB. S'il y a deux, donc ils sont isochrones et on a un singulier. Donc voilà les types de spectres grâce à si vous voulez, avec une première vision, on peut distinguer s'il s'agit d'un spectre AB, AX ou A2. Généralement, dans les spectres AB, on a ce qu'on appelle un phénomène de toit. C'est-à-dire que ici, voilà, je vous montre ici, lorsqu'on a cette constante de couplage JAB, on a ce phénomène-là avec une constante, un effet de toit. On remarque que la diminution de delta nu sur J entraîne une diminution des intensités des branches extérieures au profit des branches intérieures ou un effet de toit. Alors, comment on calcule delta J? Donc voilà, c'est delta nu, c'est la différence nu B moins nu A ou nu X moins UA sur cette constante de couplage là. Donc c'est comme ça qu'on calcule le delta J. Nu A moins nu B, c'est ça. Et delta J, c'est cette distance-là. Alors il est très supérieur à 6, donc on a un spectre de premier ordre. Ici, c'est l'inverse, delta nu sur J est inférieur à 6, on a un spectre de deuxième ordre. Alors les constantes de couplage, on les trouve sur les tables. Alors J, exemple HA et HB. Donc on va supposer que H et HB ne sont pas magnétiquement équivalents. Il faut voir le reste de cycle. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être des cycles avec d'autres substitutions. Et là, delta J, JAB varie entre 20 et 8, entre 8 et 20. Ça dépend de l'angle
entre C et H. On voit ça pour les cycles, cycle A2, cycle A5, cycle A6, cycle A7. Il y a ce type de constante de couplage. Lorsqu'on aura ce type HAB, c'est-à-dire deux protons qui se trouvent sur des carbons vicinaux, on aura une constante de couplage qui varie de 8 à 20. Alors dans le cas des éthyléniques, des composés éthyléniques, alors s'ils sont en position GEM, on aura une constante de couplage très faible, 3,5. Si on est en position 6, alors voilà 5,14. Donc, et s'ils sont en position trans, c'est 11,19. Donc, voilà l'intérêt de la constante de couplage. On peut voir la géométrie de la molécule en se basant sur la constante de couplage. Si on a une constante de couplage très faible, ça veut dire que les protons se trouvent dans cette position. Si on a une constante de couplage qui est élevée 5,14, ça veut dire qu'ils sont en position 6. Alors, si on a entre 11 et 19, on aura une position trans. Donc voilà l'objet des constantes de couplage. De même dans le cas des noyaux aromatiques, ça dépend s'ils sont en position ortho, para ou mètre. Donc en se basant sur les constantes de couplage, on peut voir la position de protons. Donc ça c'est la spectroscopie complexe. Maintenant on va voir l'influence de processus d'échange. Parfois, dans le couplage spin-spin, et dans des situations où on a des protons labiles, tels que par exemple OH ou NH, est-ce qu'on va observer un couplage ici? Parce qu'on n'a pas le carbone, on a un hétéroatome. Est-ce qu'on va observer le couplage ou non? Alors si on réalise un spectre RMN de l'éthanol pur, on aura le spectre suivant. Et on constate qu'on n'a pas de couplage. Normalement, ce proton-là, à sa proximité, il y a un CH2. Donc, si on applique la règle de couplage, il doit sortir sous forme d'un triplet. Mais ce n'est pas le cas. Il sort sous forme d'un singulet. Alors, comment peut-on interpréter ça? Alors, est-ce que cet hydrogène est labile ou n'est pas labile? Alors, si on fait l'expérience suivante, on met des traces d'acide et on va constater que la vitesse d'échange se fait à une vitesse très grande, 10 puissance 5 échanges par seconde. Ici, vous avez le proton de l'éthanol. Si on ajoute un proton qui provient par exemple de HCl, d'un acide, on va voir que on va passer par cette situation-là, un état intermédiaire, puis échange pour H substitue le proton B. Alors, donc, cet échange-là entre le proton acide et le proton de l'alcool se font à une vitesse très élevée de 10 puissance 5 échanges. Donc, ce sont des échanges très rapides et les protons de ce H2 n'ont pas le temps d'observer l'état de spin de protons de OH. C'est pourquoi on n'observe aucun phénomène en Mn. Donc, la vitesse d'échange est très rapide et on n'a pas le temps d'observer ce couplage-là. Par conséquent, ils sortent sous forme de singulets. Alors, on peut observer ceci si, par exemple, on joue sur la température, tel que le cas ici de méthanol. Si on travaille à des températures de moins 40 degrés Celsius, donc cet échange est très lent et on aura le temps d'observer le couplage entre le groupement méthyle et le groupement H, qui va sortir bien évidemment avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le nombre de protons voisins plus 1, il va sous forme de 4. Mais si la température augmente, donc ce signal commence la vitesse d'échange devient rapide et si à température ambiante, on observe un seul signal. Donc, si on diminue la température, on peut observer ce phénomène de couplage spin-spin. Alors, donc, en gros, pour le méthanol, l'éthanol, on n'observe pas
et on n'observe pas de couplage dans l'état à température ambiante. Si on veut observer ce couplage, il faut descendre en température. Voilà. Alors maintenant, on va voir la notion de spectre. Comment se présente un spectre? Alors voilà le spectre quand on fait un spectre RMN. L'intégrateur ou le logiciel d'acquisition de signal nous donne des pics avec l'intégration de ces surfaces. Alors voilà un autre type de courbe. Voilà, c'est un spectre réel. Donc vous avez ici l'intégrateur, ici vous avez le TMS, et vous avez ici les signaux, les protons détectés par la résonance magnétique nucléaire. Alors comment fait-on pour calculer pour intégrer ce spectre? Alors je rappelle que on avait vu que lors de la théorie de la résonance magnétique nucléaire et l'appareillage, l'étude de l'appareillage, on avait que le signal est détecté sous forme d'un courant induit. Alors il est sous forme d'un voltage induit en fonction de H0. Le signal observé est sous forme d'un voltage induit en fonction de H0. Le champ qui a permis au proton de passer d'un état de spin alpha à un état de spin bêta. Alors, on détecte un signal sous forme d'un voltage induit, et l'aire de ce pic est proportionnelle au nombre de protons qui ont subi la transition entre le niveau alpha et bêta ou inversement entre bêta et alpha. Donc, cette aire-là, cette surface est proportionnelle au nombre de protons qui ont subi le retournement. Alors en fait, l'appareillage, l'acquisition des données, permet d'intégrer, c'est-à-dire calculer la surface de ces pics de manière très précise et les traduire sous forme d'une hauteur. Ça, je l'appelle H1, ici H2 et H3. Et cette hauteur-là est proportionnelle au nombre de protons dans chaque pic. Alors comment fait-on? Voilà, ici H3, H2, H1. Plus cette hauteur est élevée, plus le nombre de protons est très important. Donc ici, voilà, vous avez H1, ici H2 et H3. Alors comment peut-on calculer la contribution de chaque pic pour le nombre de protons? Ici, par exemple, nous avons la molécule de l'éthanol. Nous avons ici H1, H2 et H3. Alors, comment on fait pour le calcul? Voilà, je reprends ici. Vous avez la molécule de l'éthanol. Je prends H1, H2, H3. Et je peux utiliser la relation suivante. Dans la molécule de l'éthanol, on a 6 protons. 1, 2, 3, plus 3, 6. Et je peux appliquer la relation suivante. H1, on part dans le cas général, comme si on ne connaît pas la formule brute. H1 sur X, H2 sur Y et H3 sur Z. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer le nombre de protons dans chaque pic. Et nous avons aussi H1 plus H2 plus H3 sur le nombre total de protons, c'est 6. Alors la loi de la proportionnalité, H1 sur X est égal à H1 plus H2 plus H3 sur 6. H2 sur Y est égal à H1 plus H2 plus H3 sur 6. H3 sur Z, H1 plus H2 plus H3 égale 6. Donc en faisant ce calcul, on trouve que X égale 1, Y égale 2 et Z égale 3. Donc ici nous avons 3 protons, ici nous avons 2 protons et ici un proton. Ça c'est le cas général. Alors bon, ici par exemple on peut donner la formule brute. On ne donne pas la formule, c'est à nous de déterminer la formule. Donc il faut connaître le nombre de protons. Le nombre de protons, il faut que le produit soit pur pour voir le nombre exact de protons. Alors donc il faut bien purifier le produit
pour ne pas avoir des erreurs sur le calcul de nombre de protons dans chaque signal. Donc voilà un autre exemple simple. On peut prendre le cas de la molécule de 2-déméthylpropanol. Alors voilà la formule. Nous avons combien de protons? 1, 3, 5, 3 et plus 9, on a 12 protons. Alors lorsqu'on fait le spectre, alors d'abord ils sortent sous forme d'un singulier parce que les trois types de protons sont isolés, il n'y a pas de couplage. Voilà, ça c'est le groupement tertio-butyl ici. Il n'y a pas de couplage parce qu'on n'a pas un H ici pour avoir le couplage. C'est C. Et puis on passe à notre C. Il n'y a pas de couplage, donc il sort sous forme d'un singulier, 9 protons. Puis les deuxièmes CH2, ils ne sont couplés ni avec H ni avec le groupement tertio-butyl, donc ils donnent un seul signal sous forme de CH2 qui est là. Et vous avez le OH qui sort là. Donc ici vous avez 9 protons, H1, 2 protons, et ici un seul proton. Alors le cas général, quand il faut calculer les différentes heures, la somme des différentes heures est égale au nombre total de protons se trouvant sur la molécule. Avec une règle de 3, on peut attribuer à chaque hauteur le nombre de protons constituant chaque signal. C'est voilà la méthode pour déterminer comment intégrer un spectre Riemann. L'intérêt de la Riemann, on l'a dit dans l'introduction, c'est l'identification des composés organiques et la recherche des preuves structurales, c'est-à-dire on peut voir la géométrie, est-ce qu'il est les preuves structurales, c'est-à-dire on peut voir les types de fonctions qui existent dans cette molécule. Est-ce qu'il s'agit parfois d'un ester ou d'un acide ou d'un alcool, etc. Alors aussi, il permet d'étudier donner des informations sur la stéréochimie. Par exemple, les constantes de couplage nous renseignent est-ce qu'il s'agit d'un composé cis, trans, ou dans les cycles, grâce à la constante de couplage, on peut voir s'il est en position équatoriale ou axiale, etc. Donc la Riemann peut nous fournir des renseignements précieux sur la structure et la géométrie de la molécule. Alors les conclusions pratiques qu'on fait sortir d'un spectre. Lorsqu'on a à notre disposition un spectre à analyser, la première des choses, c'est de repérer les différents signaux, les différents pics, et leur attribuer les déplacements chimiques, delta des signaux. Voir la multiplicité des signaux, est-ce ce sont des singulés, des doublés, des triplés, des quadruplés, des massifs? Examiner aussi les intensités relatives des signaux, est-ce qui donnent les proportions relatives des différents types de protons, et leur nombre total. Est-ce qu'il y en a un triplet, un doublé, etc. Et voir s'ils respectent la hauteur 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, etc. L'allure et la multiplicité des massifs pour voir s'ils sont de premier ordre ou de type AB, est-ce qu'ils sont aisément reconnaissables. Il faut, en jetant un coup d'œil sur le spectre, on peut voir s'il s'agit d'un spectre AM, ou AX ou AB. Alors mesurer ensuite les constantes de couplage sur le spectre et voir les couplages, les éventuels couplages. Et là, on se réfère aux tables pour déterminer pour avoir ces constantes de couplage. Alors voilà en gros le cours de la spectroscopie RMN. On va essayer de faire des exercices pour bien illustrer ceci. Donc je vous remercie et à la séance prochaine.